Et notre invité politique dans la matinale, François Braun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste, ancien ministre de la Santé. Alors la proposition de loi relative à la fin de vie est en discussion désormais au Parlement. Vous aviez émis des réticences quand vous étiez au gouvernement. Il y a eu cette scission en 2 textes de loi. D'un côté les soins palliatifs, de l'autre l'aide à mourir. Est-ce que pour vous c'est une bonne décision ? C'est une très bonne décision et il fallait la prendre. Les soins palliatifs, on est dans l'ordre du soin. Et nous avons besoin, en France, c'est évident, de renforcer la réponse de soins palliatifs. Et d'ailleurs, il serait dramatique qu'un autre texte de loi, puisqu'on parle de l'aide à mourir, mais en fait on parle de l'euthanasie et du suicide assisté, soit nécessaire parce que justement les soins palliatifs seraient insuffisamment développés. Donc c'est une très bonne chose d'avoir séparé ces 2 textes. C'est ce que dit Philippe Juvin, qui est médecin également, qui est député Les Républicains. Il dit que les patients ne demandent pas l'aide à mourir quand il y a des soins palliatifs. Est-ce que vous confirmez et est-ce que ça couvre la totalité des cas ? Alors oui, je confirme, bien sûr, Philippe Juvin, comme moi, avons une expérience quand même médicale conséquente, qui n'est pas d'ailleurs qu'une expérience de personne. Et je crois que c'est important d'entendre cela. Alors, il y a effectivement des situations rares, très rares, il faut être clair. Qui ne sont pas couvertes par la loi Claes-Leonetti. On considérait que la loi Claes-Leonetti ne les couvre pas suffisamment. Et c'est probablement dans ces rares situations où il faut se poser des questions. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que il faut dire les choses. Fin de vie, ça ne veut rien dire. La fin de vie, ça n'existe pas. C'est à chaque fois la fin d'une vie qui est la fin d'une vie qu'il faut prendre dans son ensemble. Donc il faut dire les choses. Le suicide assisté, peut-être, mais encore faut-il vraiment l'encadrer. L'euthanasie, là je suis beaucoup plus réticent à titre personnel. C'est un mot que beaucoup ne veulent pas utiliser par référence à l'Allemagne nazie. Est-ce qu'il faut quand même utiliser ce mot-là avec oui, il faut dire les choses. C'est tout le problème de ce texte de loi, c'est que les choses ne sont pas dites clairement. Il faut dire les choses, il faut les exposer et il faut surtout, et ça, moi je suis plus qu'intimement persuadé, dire que ce n'est pas un acte médical. L'acte médical, c'est un acte de soin. Ici, on est dans autre chose. Ce n'est pas un débat médical, ce n'est pas de savoir quel médicament utiliser ou autre, on le sait très bien. C'est un débat de société. Et ce débat de société, il faut qu'il ait lieu. Alors justement, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a souhaité mettre quelques garde-fous et revenir sur la loi telle qu'elle avait été discutée au Parlement en apportant des amendements gouvernementaux, notamment une décision collégiale, c'est-à-dire que plusieurs médecins se pencheraient sur le cas de la personne qui souhaiterait mettre fin à ses jours, et en laissant le patient, dans la très grande majorité des cas, s'administrer la substance létale. Ce serait vraiment exceptionnellement un soignant. Est-ce que ça, ce sont des mesures qui vous, effectivement, suscitent chez vous beaucoup de questions? Est-ce que ça vous rassure quand même? Est-ce que c'est suffisant pour vous ou pas? Ce sont des mesures de bon sens. La décision ne peut pas se prendre par un médecin seul qui n'était même pas identifié comme le médecin traitant. Vous savez, dans ma carrière, il m'est arrivé souvent, peut-être trop souvent, d'être obligé d'arrêter des réanimations ou de ne pas commencer des réanimations. C'est toujours dramatique. Mais aujourd'hui, la Claes-Leonetti encadre ça parfaitement et c'est une décision qui est à chaque fois collégiale entre médecins, mais également avec le personnel soignant. Et découvrir un texte de loi avec cette absence de collégialité était une catastrophe. Maintenant, il serait certainement bon de préciser quels sont ces médecins et quelle est cette collégialité. Pour vous, ça doit être qui, ces médecins médecins traitants? Je pense qu'il faut qu'il y ait le médecin traitant. Alors on me dira, tout le monde n'a pas un médecin traitant. En tout cas, le médecin qui suit le patient dans sa pathologie, l'expert de la pathologie, et un médecin de soins palliatifs. Ça semble très difficile de faire la distinction. On est encore dans du soin. Après que ce collège médical émette un avis, le patient, bien sûr, doit rester décisionnaire si on va vers cela. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de dire que ce n'est pas un acte médical. On ne peut pas demander aux soignants de faire cet acte. Que des soignants soient ensuite volontaires, c'est autre chose. Mais on ne peut pas mettre ça. C'est tout à fait contraire à ce que l'on fait tous les jours dans le soin. Il y aura la clause de conscience. Ça, c'est un point important, j'imagine, pour vous. Oui, mais là aussi, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire la clause de conscience, ça veut dire que tout médecin doit le faire, sauf ceux qui diront non. Moi, je préférerais que ce ne soit pas un acte médical et que s'il y a des médecins qui sont d'accord pour partir dans cette logique, ça les regarde, c'est leur problème. Mais en tout cas, vraiment, j'insiste là-dessus. On ne peut pas considérer que c'est un acte médical. Toutes nos études
Notre éthique professionnelle des médecins comme des infirmiers, elle va vers le soin. Or là, on n'est pas dans du soin. On est dans un choix de société. Comment notre société se positionne vis-à-vis de la mort, c'est ça la question. C'est absolument pas une question médicale. Et vouloir le restreindre à une question médicale et vouloir opposer les uns et les autres, dire les médecins sont d'accord, les médecins sont pas d'accord, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment notre société se positionne vis-à-vis de la mort. Il y a une définition qui a beaucoup fait débat, c'est la phase avancée ou terminale de la maladie qui permettrait d'avoir accès à ce qu'on appelle l'aide à mourir dans ce texte. Le gouvernement a là aussi déposé un amendement pour préciser cette phase avancée. Ce sera l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé qui affecte la qualité de vie. Ça veut dire qu'on est dans une situation qui irréversiblement nous emmène à la mort. Vous savez, là aussi, on n'arrête pas de dire qu'on a trop de lois en France, qu'on a trop de textes. Faut-il aller jusqu'à ce niveau de précision? Il y a un moment donné, si on fait appel... La phase avancée, vous, c'était assez précis pour vous? Ce n'est pas précis, mais ça ne le sera jamais. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'entièreté d'une vie qui a pu précéder ce moment ultime. La notion de phase avancée, elle va changer. Je pense que si la société fait ce choix, si effectivement on reste sur ce collège médical qui pour moi est essentiel, qui donnera un avis, cet avis est forcément un avis au cas par cas. À vouloir systématiquement tout le monde mettre dans des cases, on va passer à côté des vrais problèmes et puis on expose à des risques d'élargissement, à des risques de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pensez que cette loi va ouvrir à ce qu'on appellera peut-être l'euthanasie demain ? C'est le cas dans tous les pays qui sont passés par ce chemin-là. Alors, on nous dit la France est un pays particulier, il nous faut une loi typiquement française. On est en train de copier ce qui a été fait ailleurs. Mais on nous dit, mais oui, mais nous, on est plus particulier que les autres. C'est-à-dire, on ne fera pas les mêmes évolutions défavorables que les autres. Je crois que ce n'est pas possible. Il faut poser le débat. Je pense que c'est très bien que les parlementaires prennent ce débat à bras-le-corps, mais ça doit être un débat de société. Il y a 8 Français sur 10 qui seraient favorables à cette aide à mourir. Est-ce que finalement, les députés, les politiques ne sont pas loin finalement de la société, des attentes aujourd'hui de nos concitoyens? Oui, mais vous voyez, 8 Français sur 10 favorables à l'aide à mourir. Très bien. Ou à l'aide active. Est-ce que c'est 8 Français sur 10 favorables à l'euthanasie? Est-ce qu'ils sont favorables au suicide assisté? Ce sont ça les vraies questions. Vous savez, quand vous posez la question à n'importe qui, à vous, à moi, de dire vous préférez mourir dans d'atroces souffrances à l'hôpital ou calmement chez vous quand vous l'aurez décidé. Tout dépend des questions que l'on pose, tout dépend de la qualité du débat qu'il doit y avoir. Une chose qui est très positive, c'est qu'on voit que ce débat est quand même plus apaisé qu'il ne l'était quand j'étais au ministère, où c'était vraiment des affrontements beaucoup plus brutaux. Là, c'est plus apaisé, mais pour autant, il faut avoir ce débat. Monsieur Falorni, dans l'avant-texte, dit il faut avoir l'humilité d'écouter. Oui, mais il faut avoir aussi l'honnêteté d'écouter tout le monde et de façon équivalente. Ça veut dire que vous êtes contre l'idée avancée par Emmanuel Macron d'un éventuel référendum en cas de blocage sur ce texte au Parlement? Non, je ne suis pas foncièrement contre l'idée. Comme je vous le dis, c'est un choix de société. C'est un des outils pour avoir la vie de la société. Mais encore faut-il qu'il y ait le débat avant. Et le débat, à mon sens, ne peut pas se limiter au Parlement, quelle que soit la représentativité de nos parlementaires. Et vous avez l'impression que ce débat, il n'a pas suffisamment eu lieu dans la société depuis le projet de loi qui a été discuté avant la dissolution? Non, il n'a pas eu lieu. Nous n'avons pas vu dans des grandes chaînes télévisuelles, par exemple, France Télévisions, par exemple, un débat, une soirée débat, comme on pouvait le voir il y a, je vais faire un peu vieux, mais autour du grand échiquier ou des choses comme ça, une soirée débat autour du sujet où tout le monde pourrait exposer son point de vue, les pour comme les contre, sans être dans de la caricature d'un côté comme de l'autre. Il y a aussi Catherine Vautrin qui a rétabli le délai de réflexion de 48 heures après que l'autorisation ait été donnée par les médecins. Est-ce qu'on voit souvent des gens changer d'avis après une décision médicale? Alors j'allais dire tout le temps, non, mais en tout cas, mes collègues de soins palliatifs nous disent que très fréquemment, les gens changent d'avis. Et vous savez, alors, toute proportion gardée, j'ai rencontré, après leur décision, les gens de la Convention citoyenne. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir discuter avec eux pendant la Convention citoyenne. Et plusieurs m'ont dit avoir changé d'avis au cours des discussions. Donc oui, on change d'avis. Il faut laisser du temps. Il faut renforcer les soins palliatifs pour que ces souffrances physiques, psychiques,
soit atténuée, si ce n'est qu'elle disparaisse. Et il faut ensuite laisser du temps. Là aussi, si notre société, j'insiste vraiment, veut aller dans cette direction. Catherine Vautrin dit « Qui suis-je pour permettre de dire que quelqu'un doit continuer à souffrir ?» Oui, mais qui sont ces politiques pour dire que c'est les médecins qui doivent le faire? On nous parle de loi de liberté. Très bien, depuis quand les professionnels de santé et les médecins sont-ils les garants de notre liberté? Ce n'est pas eux, ce sont des juges. Donc arrêtons de tout mélanger. La personne doit être éclairée, doit avoir plus de 18 ans, doit avoir son plein discernement. Oui. Et ce sera elle, dans la quasi-totalité des cas, qui s'administrera le produit. Donc dans ces cas-là, ça vous fait changer d'avis finalement ou pas sur cette... Qui suis-je pour effectivement prendre des positions tranchées? Moi, je suis là en tant que professionnel et puis en tant que membre de la société civile, pour le coup, et je le revendique, pour donner mon avis de professionnel qui a été confronté à ces situations plus qu'on ne devrait, comme tous mes collègues urgentistes. Mais si vous, François Braun, vous étiez dans l'hémicycle, vous voteriez quoi? Non? En l'état actuel, j'essaierai de faire encore plus amender ce texte. Mais donc là, c'est pas suffisant. Je ne voterai pas là aujourd'hui parce que, je le redis, ce débat de société n'a pas eu lieu. Et il faut ce débat de société. Il faut que nos concitoyens soient éclairés sur tous les tenants et les aboutissants, qu'on leur pose les mêmes questions, qu'ils comprennent quelle est l'incidence sur notre mode de société de faire ce choix. Peut-être continueront-ils à le faire, et je suis démocrate et je suivrai cet avis, mais en tant que professionnel, je refuserai toujours que les professionnels de santé soient mis en avant dans ce sujet, en particulier sur l'administration du produit, et puis qu'on travaille aussi sur d'autres choses dont on ne parle pas du tout dans ce cadre-là, qui est l'obstination déraisonnable. Il faut probablement aller encore plus loin sur l'obstination déraisonnable et empêcher cette obstination déraisonnable. Enfin, on voit que tout n'est pas sur la table. Et la loi Claes-Leonetti ne règle pas ça? Si, la loi Claes-Leonetti permet de régler, là aussi, une partie, mais il y a toujours des situations... Avec la sédation profonde et continue. Oui, où la pression familiale est telle que les médecins se trouvent coincés dans cette obstination déraisonnable. Il faut leur donner là aussi des portes de sortie. Vous voyez que le débat est beaucoup plus large. Et assez vaste, effectivement. Je voudrais avoir votre avis sur une proposition de loi qui est au Parlement, qui est la proposition de loi transpartisane de Guillaume Garot, qui vise à contraindre l'installation des médecins. Il y a en parallèle une proposition de loi au Sénat de Monsieur Mouillet qui vise là à demander à des médecins de venir dans un désert médical au moins 2 jours par mois. Est-ce qu'il y en a une des deux qui a votre préférence ou est-ce que vous les rejetez toutes les deux? La seconde a ma préférence parce que ce sont un des résultats des CNR de santé, donc les Conseils nationaux de la refondation en santé, que j'avais mené à la demande du président de la République, qui était justement cette solidarité. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais proposé aux médecins dans les discussions conventionnelles avec l'assurance maladie. Ils l'avaient refusé à l'époque. On a dit que c'était une erreur et qu'il fallait accepter cette responsabilité un petit peu globale. Par contre, les contraintes, il y a eu plusieurs arguments dessus. Ça ne fonctionne pas. Et là, pour le coup, si on fait une revue de tout ce qui s'est fait dans les autres pays, ça ne fonctionne pas. Ça a même des effets adverses. Alors, c'est plus un coup politique de dire on va tout régler par une seule façon. Non, notre système de santé est en perpétuelle évolution. Il faut suivre cette évolution. Mais ce n'est pas en traitant un symptôme qu'on va traiter la maladie. Merci François Braun d'avoir été avec nous ce matin, médecin urgentiste et ancien ministre de la Santé. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les informés sur France Info.